on va ailleurs aussi, voilà, là où on nous invite. Et c'est un ciné-club qui questionne les genres et les sexualités minoritaires. Voilà, donc on navigue dans tout ce qui est ces questionnements-là. En général, on essaie de passer des films qui sont plutôt rares, voire très rares, voire même inédits, ce qui sera le cas en décembre et janvier, puisqu'on a fait même les sous-titres des films. Donc ça, je vous invite à bien surveiller la programmation sur notre page Facebook et aussi sur le site internet le7e-genre.fr si vous voulez plus d'informations. Et le mois prochain, exceptionnellement, vous verrez, il n'y aura pas de séance au Brady, parce que pour le coup, on se délocalise au MK de Beaubourg, puisqu'on fera la programmation patrimoine du festival Chéri Chéri, qui aura lieu du 16 au 26 novembre. On a d'ailleurs le président dans la salle, très discret. Je donnerai... Tu veux parler peut-être 2 secondes ou non, ça va. Donc je dis juste que c'est du 16 au 26, voilà, toute la programmation est en ligne et ça commencera par un week-end de documentaire le 16-17 novembre. On se retrouvera le 9 décembre pour donc un film rarissime puisque jamais sorti en France, Night Hawks de Ron Peck, un film de 77. Dont on a donc fait les sous-titres et c'est un film vraiment que je vous invite à découvrir qui est vraiment très intéressant. Et on fera une petite séance encore délocalisée hors les murs avant Noël. Ce coup-ci, ça sera pas un lundi, ça sera le vendredi 13 décembre, et ça sera dans le cadre des séances bis de la Cinémathèque française, qui donc nous invite. On est quand même très fiers d'aller à la Cinémathèque faire une séance 7e genre. Et ce sera une double séance vampire, hein, vu que ils sont dans un cadre d'un cycle vampire. Donc on passera Vampiros Lesbos de Jess Franco, et The Vampire Lovers, si vous l'avez raté au Brady, vous pourrez le récupérer, de Roy Ward Baker, et notre invité sera Stéphane Duménido, qui est également spécialiste du cinéma japonais et que connaît bien Pascal Alex Vincent, mais c'est également un spécialiste des vampires. Voilà. Donc pas mal de rendez-vous d'ici la fin de l'année, et n'hésitez pas encore une fois à réserver votre place, tout ça vous savez. Je laisse le mot avant le film pour vous présenter en quelques phrases. Bien, merci Anne, bonsoir à tous, merci à l'équipe du 7e genre d'avoir eu l'idée de programmer ce film. C'est une vraie rareté, en effet, le film a 50 ans cette année et il aura fallu attendre 50 ans pour qu'on le découvre en France. Et là, on a vraiment la chance que vous allez découvrir la version récemment restaurée, hein, donc vraiment dans la splendeur du premier jour. Je reviendrai après la projection pour vous évoquer des anecdotes et les circonstances qui ont vu naître ce film. Mais quand même, un élément important à entendre avant de voir le film, c'est que le film s'est vraiment fait sur les cendres des événements, l'équivalent de mai 68 au Japon. Hein, le Japon, à l'époque où ce film se tourne, sort d'une zone de turbulence sociale en tout cas assez spectaculaire, puisque les événements mai 68 donc ont été repris dans le monde entier, mais notamment donc au Japon, où ça a été le mai 68 à la fois le plus long et le plus sanglant de l'histoire des émeutes étudiantes de l'époque. Et donc ça se sent dans le film, hein, le film est totalement traversé de ça, et le Japon sort donc d'un moment très long où les étudiants, mais aussi bientôt rejoints par les paysans et par les ouvriers, et bientôt par toutes les minorités, y compris sexuelles, dans la rue donc pour se battre contre les CRS. Et donc quelques mois avant le tournage de ce film, une des grandes universités du Japon a été prise d'assaut par les CRS, puisque de nombreux étudiants s'étaient réfugiés dedans, et la répression de la jeunesse japonaise, mais aussi de toutes les minorités, s'est fait de manière particulièrement sanglante. Et donc le film, qui date de 69, donc de début 69, voilà, a été fait dans des circonstances particulièrement agitées, et au-delà d'un témoignage de ce qu'était la nuit transgenre tokyoïde de l'époque, c'est aussi un témoignage tout simplement de l'époque, hein, de ce qu'était le Japon en 1969. Mais au-delà de ça, de toute façon, c'est un film absolument étonnant, où absolument tout est permis, tout est possible, et je vous laisse le savourer. On se retrouve après. Bonne projection. しかも残酷の中に笑いまで込めた本当の異色作品でしたね。Voilà. Donc on se retrouve avec Pascal Alex Vincent pour discuter un petit peu de ce film, voilà, qui j'imagine a suscité pas mal de réactions et de questions. Voilà, donc on fera passer le micro comme d'habitude dans la salle. On va replacer un petit peu bien sûr dans le contexte du réalisateur, de l'époque. Du cinéma japonais, du cinéma expérimental, il y aura pas mal de choses à discuter. Voilà.
Ouais. Alors, déjà, on va attendre un peu, voilà, les gens se posent. Je ferai circuler un micro si vous avez déjà des commentaires ou des réactions. Et sinon, on va replacer un petit peu dans le contexte. Hein. Donc, à la fin, il est signalé, donc c'est voilà, hommage à Toshio Matsumoto, donc qui est décédé récemment, hein, en 2017. C'est quelqu'un qui a une très grande carrière dans le cinéma expérimental essentiellement et de vidéaste. Hein. Il a pas fait beaucoup de films de fiction, donc celui-là est son plus connu. C'est son premier long métrage de fiction et son plus connu, donc il date de 69 effectivement, et qu'on redécouvre récemment, très récemment, donc en France. Voilà, je vais laisser Pascal et Vincent vous en parler plus longuement et le repasser dans le contexte du cinéma japonais qu'on connaît quand même assez peu aussi, à part quelques noms comme Kurosawa, comme Mizoguchi, ou voilà, des gens comme ça que vous connaissez peut-être. Et voilà, donc si vous avez des questions, il y a le micro, sinon on va vous laisser commencer. Alors, donc, vous venez de voir un des films les plus célèbres de ce qu'on a appelé la nouvelle vague japonaise. Il se trouve que le cinéma japonais est un des plus anciens au monde. Hein. On fait des films au Japon depuis 1896, mais à partir du moment où le cinéma au Japon s'est constitué en industrie, c'est-à-dire à partir des années 1910, c'est devenu une industrie très très puissante, c'est-à-dire que c'est devenu un cinéma de studio, exactement comme à Hollywood, et donc il y avait 6 grands studios qui faisaient le cinéma japonais, hein, donc dans les années 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et donc ça a été une industrie extrêmement puissante qui produisait entre 400 et 600 longs métrages par an. Donc imaginez le corpus de films qu'il nous reste encore à découvrir, c'est-à-dire à peu près tout. Et donc le cinéma japonais a été le premier cinéma d'Asie pendant très 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 longtemps, hein, voilà, pendant des décennies, à partir de 1912. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce cinéma générait beaucoup d'entrées. Alors c'était pas un cinéma qui s'exportait, enfin il faudra attendre les années 50 qu'il commence à s'exporter, notamment chez nous. Et donc ce cinéma a provoqué beaucoup de remontées au box-office japonais. Les Japonais allaient beaucoup voir leur propre cinéma. Et puis ce qui se passe, c'est que à partir de 1958, les entrées vont progressivement baisser, c'est-à-dire que la jeune génération va peu à peu se désintéresser du cinéma d'autrefois, c'est-à-dire du cinéma d'Akira Kurosawa par exemple, qui leur paraît être un cinéma de papa, un cinéma un peu ringard. Et donc ce qui va un peu déclencher ce qui va nous amener jusqu'aux funérailles des roses, c'est la sortie au Japon en 1959 du film À bout de souffle de Jean-Luc Godard, qui va avoir un impact absolument décisif de toute façon dans l'histoire du cinéma mondial. Et il y a un très gros studio qui s'appelle la Shochiku, qui produit entre autres les films d'Ozu, mais Ozu qui donc apparaît comme totalement ringard et comment dire bourgeois aux yeux de la jeunesse de l'époque. Eh bien, la Shochiku va comprendre qu'avec À bout de souffle, quelque chose de nouveau s'est passé, qu'il y a une autre façon de faire du cinéma. Et la Shochiku, ce très gros studio, donc qui ne veut surtout pas perdre le jeune public dont elle comprend qu'elle est en train précisément de le perdre, va appeler de ses vœux une autre façon de faire du cinéma, une façon plus expérimentale, c'est-à-dire ce qui serait, comme ce qu'on a vu ce soir, un cinéma moins narratif, hein, voilà, avec une narration déconstruite, un cinéma qui tenterait des choses, ce que À bout de souffle donc a tenté en 59. Et donc la Shochiku va lancer donc ce qu'on va appeler la nouvelle vague Shochiku, ce qui deviendra la nouvelle vague japonaise tout court, en produisant la réponse japonaise au film de Godard. C'est un film de 1960 qui s'appelle Conte cruel de la jeunesse, qu'on voit très facilement en France, hein, qui est sorti en France assez vite. Et à partir de ce moment-là, Conte cruel de la jeunesse, qui est un film d'Oshima, de Nagisa Oshima, le célèbre Oshima, ce film va redistribuer les cartes du cinéma japonais et surtout totalement affoler l'industrie, parce que d'une part, donc cette industrie
Elle voit que la jeunesse se détourne du cinéma dit traditionnel, c'est-à-dire les mélodrames, les comédies, les films de samouraï, etc. Et qu'elle veut, cette jeunesse veut voir des choses nouvelles au cinéma et que, il y a d'abord eu le succès d'À bout de souffle et puis après, le succès des contes cruels de la jeunesse. Ce qui signifie que pour un gros studio comme la Shochiku, il faut vraiment repenser le cinéma et la façon de faire du cinéma. Et ça, ça démarre au début des années 60. Et puis, Oshima lui-même se dit que, après tout, puisque Contes cruels de la jeunesse a triomphé, il sera peut-être bientôt l'heure d'aller faire des films ailleurs qu'à l'intérieur d'un grand studio, d'autant que ça se passe pas très bien avec la Shochiku, qui ne sait pas comment gérer sa jeunesse éprise de liberté et qui souhaite voir et faire un cinéma différent. Et ce qui se passe donc, c'est que, on va voir plein de jeunes qui vont commencer, et c'est une première, en tout cas après-guerre, une jeunesse qui va commencer à faire ses propres films loin des studios, avec sa propre économie. C'est ce qu'on a appelé le cinéma indépendant. C'est ce qu'a aussi fait la nouvelle vague en France, et on a vu le même phénomène aux États-Unis, plutôt sur la côte est. Et donc, ce qui se passe, c'est que on voit arriver toute une jeunesse exaltée, une jeunesse excitée, comme celle qu'on voit dans le film, de cinéastes avec leur propre caméra. C'est pas une caméra qui appartient au studio, c'est une caméra qui leur appartient. Et ils font le cinéma qu'ils veulent voir, voilà. Et donc ce cinéma parallèle, ce cinéma différent, ce cinéma d'un autre genre, va vraiment rencontrer son public quand le cinéma de studio, lui, va vraiment s'essouffler. Et 1969, qui est l'année des funérailles des roses, donc c'est vraiment l'année où il se trouve que dans le monde, c'est l'année où les gens sont allés le moins au cinéma. En 69, les salles de cinéma étaient vides, voilà, quel que soit l'endroit où on était sur la planète. Et donc pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la jeunesse a changé et la jeunesse, elle est ailleurs. D'abord, dans un premier temps, elle se divertit. Je parle de la jeunesse japonaise. Elle se divertit différemment. C'est l'heure des vinyles, c'est l'heure des bowling, c'est l'heure des jukebox, c'est l'heure des stations balnéaires qui arrivent partout au Japon, c'est l'heure des parcs d'attractions, mais aussi donc c'est une jeunesse qui se politise, qui descend dans la rue, donc comme je vous disais tout à l'heure les événements 68 mais qui ont démarré dès 1965 au Japon. Et donc la jeunesse des années 60, elle veut plus voir des histoires de samouraïs ou des mélodrames à la Ozu comme autrefois. Elle veut voir des films qui lui ressemblent. Et donc c'est dans ce contexte qu'un film comme Les Funérailles des Roses est devenu possible, notamment grâce à une petite société dont on a vu le logo au début, qui s'appelle l'ATG, Art Theater Guild, qui propose donc aux jeunes cinéastes un peu comme une coopérative, de produire leurs films. Et puis les recettes des films vont servir à financer les films des copains. Et il faut savoir que par ailleurs cette jeunesse, elle est comme ces jeunes cinéastes comme Oshima et d'autres, Yoshida et Terayama, voilà. Mais en tout cas, concernant Yoshida et Oshima, eux, exactement comme Godard, Rivette, Truffaut, venaient de la critique, venaient du commentaire du cinéma. Terayama, lui, venait plutôt de la poésie, de la littérature. Et Matsumoto, donc, lui, c'est un copain de la bande. Lui, il est plus radical. Il vient vraiment du cinéma expérimental. Il a commencé très tôt à en faire. Il a commencé à en faire dès 1956, à une époque où c'était pas du tout la mode. C'est peut-être même un des précurseurs, Toshio Matsumoto, de la nouvelle vague japonaise, en ce sens où il s'est mis très tôt cette idée de faire les films dans sa chambre avec les copains et surtout dans la marge, parce qu'il ne se reconnaissait pas donc dans le cinéma traditionnel de studio. Et donc Matsumoto, comme ça, a tourné une quarantaine de films expérimentaux avant Les Funérailles des Roses, que ce soit des courts-métrages, que ce soit des documentaires. Il a tourné beaucoup de documentaires. Il y a évidemment un aspect très documentaire dans le film qu'on vient de voir. Et c'est vraiment un cinéaste en liberté, alors que d'autres de ses copains de Nouvelle Vague avaient, donc au début en tout cas, flirté avec les studios. Matsumoto, lui, ne l'a pas fait. Et quand il tourne Les Funérailles des Roses, il est totalement boosté par les événements de 68 au Japon.
et il a cette envie de filmer des gens qu'on ne voit jamais au cinéma. Et donc, il va aller dans le quartier de Shinjuku, qui est le quartier dans lequel se passe le film qu'on vient de voir, qui est à l'époque le quartier qui vit la nuit, et le quartier de tous les marginaux, de tous les aussi de la prostitution, du jeu, de la pègre, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que Matsumoto va imaginer, concevoir les funérailles des roses comme un documentariste qui va se perdre dans la nuit tokyoïte, qui va se perdre dans les ruelles de Shinjuku à la rencontre de cette communauté gay, trans, etc. qui fait que ce qui est absolument intéressant, c'est qu'on voit dans le film, et ça correspond à une réalité, c'est que les protagonistes du film fréquentent des cinéastes. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Enfin, aujourd'hui, mais à l'époque pas. Il y a cette idée on fait du cinéma dans sa chambre et on est rejoint bientôt par les copains de tel ou tel club gay et on fait des films ensemble et on prend la drogue ensemble. Cette idée que on est marginalisé par la société japonaise, soit parce qu'on fait du cinéma impoli, voilà, et soit parce que donc on est PD ou autre, enfin ce que vous voulez, et autant de choses qui ne sont pas de personnes qui ne sont pas représentées dans le cinéma traditionnel japonais, et voilà, et toutes ces marges se croisent la nuit dans le quartier de Shinjuku qui existe toujours. Alors, vous parlez justement du côté documentaire du film, mais justement, il se distingue quand même bien des documentaristes traditionnels. Je crois qu'il a créé cette notion de néo-documentaire, avec justement une perception de la subjectivité, ce qu'on ne trouve pas dans le documentaire. Et il y a un concept de cinéma hybride, à la fois expérimental et documentaire, ce qui est quand même assez étonnant, quoi, une unique. C'est vrai que le film est à la fois un kaléidoscope et une pochette surprise, mais une pochette surprise pleine de substances interdites et illicites, et que son approche est totalement libre. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas vraiment de dogme ni d'idée de faire un documentaire comme d'autres documentaires qui ont été produits à l'époque. Et c'est ce que je disais avant la projection, c'est que c'est vraiment un film où tout est possible, tout est permis. Et il va s'essayer à plein de choses avec cette idée de filmer une scène en négatif, par exemple, de filmer des photos, ou d'accélérer l'image, ou de la ralentir, ou de mettre des intertitres. C'est-à-dire que tout ce qui est possible, il le fait. Voilà. Il y a cette idée de casser le moule qui fait que le Japon produit des films depuis 1912, voilà, exactement comme sur le modèle hollywoodien. Et là, il veut vraiment tout casser. Il y a cette idée donc d'un film en totale liberté, ou même sur, en effet, la grande tradition du documentaire, et notamment à l'époque une grande tradition du documentaire militant de gauche, mais qui relève d'une écriture peut-être plus traditionnelle. Matsumoto, lui, va aller vers des choses, il va là aussi casser les codes du documentaire en offrant un film totalement kaléidoscope pour le coup. Et en osant quand même mélanger le film pratiquement traditionnel d'horreur, gore japonais, avec le burlesque, enfin la fin est particulièrement emblématique là-dessus, mais pas que. Et là c'est pareil, c'est aussi quelque chose d'assez rarissime au cinéma, de mélanger autant des genres, quoi. C'est ça, c'est de la volonté de Matsumoto, c'est de mélanger les genres, d'autant qu'il est lui-même par ailleurs, il est cinéphile comme ses copains, et que il y a cette idée de convoquer plein de choses dans son film, y compris la littérature, voilà. Mais il y a des allusions à Jeunet, notamment, alors le bar Jeunet évidemment, ça c'est très drôle, et puis la scène de l'enterrement aussi. Voilà, par exemple, et puis d'autres auteurs sont également cités, Baudelaire d'ailleurs. Et c'est la citation du début. Et voilà, donc c'est intéressant de se dire que cette jeunesse exaltée des années 60 s'est beaucoup reconnue dans la littérature française, mais il faut vraiment comprendre que la jeunesse énervée de cette époque, elle a une paire de jumelles vers la France en permanence. Hein. Donc ça, il y a cette idée que la France est vraiment vue, en tout cas la France des jeunes et des ouvriers dans la rue est vraiment perçue comme emblématique au Japon. Et puis bien sûr la littérature française, voilà, qui Puis des références cinématographiques, hein. Enfin évidemment on pense énormément à Godard, hein, ça c'est sûr. Il y a aussi du René un peu.
Et puis même Hitchcock, ce qui est quand même marrant de voir à la fois Godard et Hitchcock en référence dans le même film. Alors Godard et René étaient de très 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 grandes vedettes au Japon dans les années 60, enfin ils le sont toujours d'ailleurs. Hiroshima, mon amour. Hiroshima, mon amour, ça a été très très important, voilà. Mais par ailleurs, Matsumoto a toujours dit que l'élément déclencheur, c'est la rencontre avec Peter. Voilà, c'est le protagoniste principal du film. Alors je précise, hein, pour ceux qui s'en inquiéteraient, Peter est toujours parmi nous et est en pleine forme. Toujours une vedette, hein, d'ailleurs. C'est toujours une vedette, puisque elle a participé à Danse avec les stars récemment. C'est une vedette de la télé, notamment. Vedette de la télé, voilà, et on l'a vu c'est le vrai, c'est Danse avec les stars. Hein, toujours très belle, hein, d'ailleurs. Les Absolument, photos, toujours très belle. Splendide. Et elle a fait un numéro de tango ébouriffant il y a quelques semaines dans Danse avec les stars, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important, hein, voilà, qui a une cote de sympathie très très forte encore aujourd'hui. Vous parlez de Oedipe, là, enfin de Peter, ouais. Eddie. Oedipe, voilà, ça c'est la référence bien sûr. Et donc Peter alias Eddie, enfin le nom de Peter comment dire, le personnage s'appelle Eddie. Dans la vie, Peter se fait appeler Peter, même si c'est pas son vrai nom, son vrai prénom c'est Shinosuke. Et donc le film est aussi un documentaire sur Peter. Ça c'est assez intéressant. Peter a choisi son pseudonyme en référence à Peter Pan. Il n'a que 17 ans quand il tourne Les Funérailles des Roses. Et c'est un coup de foudre pour Matsumoto. Le film est parti de Peter, vraiment. Hein. Matsumoto a souvent raconté que il cherchait à faire ce film-là. Il traînait dans les cabarets et dans la nuit de Shinjuku. Et puis un soir, Peter est entré dans la pièce. Et là, il dit c'était comme le soleil qui est entré dans la pièce. C'est-à-dire il fallait filmer Peter. C'était impératif. Et voilà. Et donc Peter, c'est vraiment aussi le film est aussi un documentaire sur Peter. Et alors là, on va faire référence à un autre documentaire, mais cette fois-ci vous avez tourné vous, et qu'on pourrait d'ailleurs passer un jour au 7e genre, qui est justement à la recherche du lézard noir, Miwa, parce que voilà, Miwa c'était quand même déjà à l'époque, hein, pour remonter un petit peu sur l'histoire du travestissement et des transgenres au Japon. En 69, Miwa, déjà une vedette, hein, c'est quelqu'un qui est né en 35, donc il y a déjà plus de 30 ans, donc la génération au-dessus de Peter. Et il y a quand même des scènes dans le film qui font penser à des petits règlements de compte sur notamment genre le miroir avec Blanche-Neige, suis-je la plus belle, et puis une espèce de rivalité quand on les voit là, avec les faux pistolets. Et est-ce que, je sais pas comment Miwa a pris le film, mais vous qui la connaissez bien, qui est aussi toujours de ce monde, hein, je crois, qui est beaucoup plus âgée, mais Miwa, ça a été donc la première star transgenre au Japon, puisque elle a explosé en 1957, donc imaginez, hein, ça a été vraiment une pionnière. Et donc c'est allusion sous son vrai nom d'ailleurs dans une discussion oui, dans le bar. Tout à fait. Et là aussi il y a un petit règlement de compte, puisque donc en fait donc le vrai nom de Miwa c'est Akihiro Maruyama. Et donc à la fin, en effet, les gens dans le cabaret, il y a quelqu'un qui dit qui tu préfères. Il compare à Carousel d'ailleurs. Voilà, Lucas, ce qui est rigolo, c'est Carousel, allusion à Bambi. Alors là, c'est un petit peu plus codé sur les personnages. Son prénom, j'imagine, est en référence au Carousel. Non, le cabaret français, non alors oui. En fait, la question c'est dans le film qui est posée, c'est qui préfères-tu entre trans ou travesti. Voilà, entre Akihiro Maruyama, c'est-à-dire Miwa, qui est toujours parmi nous, et Maki Carousel, qui elle est transsexuelle, et le personnage répond je préfère Maki Carousel. Voilà, donc mais là pour le coup, on peut considérer que Peter est l'héritière de Miwa et de Maki Carousel. Cela dit, en effet, pour avoir tourné un documentaire sur Miwa il y a quelques années, j'ai demandé à Miwa si elle connaissait Peter. Oui, elle a dit je n'ai jamais entendu parler. Ah. Ouais, étrange quand même. Petite querelle de vedette. Pardon? D'une génération deux générations différente, différentes, voilà. Mais et Miwa, voilà, qui est très âgé aujourd'hui, mais qui est toujours en activité. On dit souvent que quand Leda dans le film se regarde dans le miroir et que Peter arrive derrière, et ben que voilà, ça raconte déjà la rivalité entre Miwa et Peter.
Et Miwa aujourd'hui continue de dire qu'elle ne connaît pas Peter, elle s'appelle Tisser. Et ce qui est étonnant aussi dans les scènes justement plutôt documentaires, dans les bars interlopes, c'est, alors j'ai vu cette expression sur la mode des gay boys, si on peut en parler un peu plus. Donc on est l'époque où justement ces premiers films en fait japonais qui parlent vraiment du milieu, on va dire LGBTQI++, trans, rave, gay, tout ce que vous voulez. Et c'est sur cette mode des gay boys, on voit des hommes d'affaires en costume cravate avec, voilà, c'est assez étonnant quoi. Donc en fait, les gay boys, donc en anglais dans le texte et en anglais dans la langue japonaise, gay boy, c'est un phénomène qui est apparu au début des années 60, enfin plutôt 65 en fait, au Japon. Et ils ont peu à peu remplacé les hôtesses de bar, c'est-à-dire que à partir du moment dans les années 60 où le Japon vraiment a changé, ou en tout cas les changements clignotaient, étaient là. Hein. Faut pas oublier qu'en 45 le Japon était un pays totalement en cendres, détruit, totalement meurtri, à genoux. On ne mangeait pas à sa faim. Et 20 ans plus tard, en 65, c'est devenu la première puissance asiatique qui accueille en 64 les Jeux Olympiques. Donc ça veut dire que le redressement s'est effectué en 20 ans. Ça a eu un prix très fort pour la population japonaise, mais que on dit parfois dans les histoires du cinéma, dans les histoires du Japon, que c'est le moment où finalement le Japon est vraiment passé au XXe siècle. C'est ce moment-là, et que donc les changements de la société japonaise dans les années 60 se sont donc étaient vraiment extrêmement visibles, mais se sont produits en moins de 20 ans, voilà. Et donc c'est le moment où ce pays qui a été sous occupation américaine à partir de 46, les mœurs ont changé, la jeunesse vit et pense différemment, la jeunesse utilise notamment des mots anglais, a des goûts aussi venus de loin, venus d'Europe, mais aussi venus d'Amérique, et c'est le moment donc où certaines traditions vont changer. Et puis jusqu'aux événements de 68 où là, la cocotte minute va exploser. Et donc le fameux phénomène des gay boys, c'est simplement que quand on est homme d'affaires au lendemain de la guerre, enfin bien avant, mais en tout cas à partir de 46, quand on est homme d'affaires et qu'on va se distraire le soir, eh bien il arrive qu'on aille dans des bars où il y a des hôtesses. Eh bien à partir du milieu des années 60, ces hôtesses vont être remplacées par ce qu'on appelle des gay boys, c'est-à-dire des garçons, voilà, à qui on paye des coups à boire et qui vous tiennent compagnie, voilà. Et donc c'est l'idée, voilà, c'est l'idée que eh bien les gay boys vont devenir un véritable phénomène dans les années 60, et c'est ce qui est évoqué dans le film, et le mot utilisé donc est gay boy, et Miwa comme Peter ont été eux-mêmes gay boys, c'est-à-dire accompagnateurs de soit d'hommes d'affaires, soit de businessmen le soir pour aller boire des coups. Voilà. Donc, c'était des hôtes dans les bistrots de Shinjuku. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle, peut-être? Ouais. Je passe le micro. Vous avez évoqué au début les 68, et puis il y a des images, en fait, on voit des manifestants casqués. Pardon? Parlez bien fort. D'accord. Il y a on voit des manifestants qui passent, casqués, ça rappelle les grandes manifestations au Japon. Mais il y a aussi une critique de la télévision, puisque la télévision est filmée, y compris filmée avec des images qui sont distordues. Donc je voulais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce que ça représente quand ils filment avec une caméra 7, je crois, ces images de télévision. Alors, en effet, c'est pas innocent. Alors, la télévision est arrivée en 1953 au Japon et c'est devenu donc quelque chose d'extrêmement populaire. Au début, elle ne retransmettait en gros que deux choses, les informations et des événements sportifs. Il y avait qu'une seule chaîne, c'était en noir et blanc, mais ça c'est partout dans le monde. Hein. Et puis donc, dans les années 50 et les années 60, la télévision est devenue un média particulièrement puissant. Et donc, quand la jeunesse a commencé à gronder, c'est-à-dire à partir de 65,
la télévision, qui était perçue comme la voix de l'État, est devenue un peu l'ennemi à abattre. La télévision, d'ailleurs, était l'ennemi à abattre pour beaucoup de gens, à commencer par les grands studios de cinéma qui estimaient que c'est aussi parce que la télévision s'était installée partout et qu'elle était extrêmement populaire que les salles de cinéma s'étaient progressivement vidées dans les années 60. Et donc, il y a cette idée que aussi bien du côté des puissants studios que de la jeunesse politisée, exaltée, transgressive, la télévision devient quelque chose qu'il convient de brocarder, dont il convient de se moquer, voilà. Et donc, il y a en effet cette scène très amusante où c'est un peu le match caméra 16 mm contre, ou Super 8, contre écran de télévision, voilà. Et l'écran de télévision comment dire, diffuse des images des émeutes étudiantes, mais elles sont distordues de la même manière que à l'époque ces événements de 68 au Japon étaient décrits à la télévision comme quelque chose de diabolique un peu, hein. Encore plus au Japon où voilà, tout d'un coup l'ordre était questionné, la jeunesse qui n'avait pas pour usage de s'exprimer le faisait haut et fort. La violence arrivait au sein même des établissements scolaires et universitaires, et donc vous pouvez imaginer qu'à la télévision tout ça était voilà, montré comme quelque chose, voilà, c'était le diable, c'était, la jeunesse était diabolique. Et donc voilà, cette scène dans les funérailles des roses nous ramène nous ramène à ça, c'est-à-dire qu'on a quoi? On a de jeunes cinéastes expérimentaux qui citent Jonas Mekas et qui s'amusent à taper sur la télévision pour rétablir d'une certaine façon l'image, et puis qui vont ensuite voilà, faire tourner un pétard, faire tourner un joint, voilà, devant la télévision en gros. Donc c'est une façon de s'amuser de la toute puissance de la télévision. Il y a un petit côté pop art aussi, on voyait les images de Marilyn Monroe, les Beatles, voilà, il y a un petit côté factory aussi, donc sur l'influence américaine, et il y a une toute petite allusion comme à la guerre du Vietnam aussi, ouais. À un moment, avec des personnages qui jouent dans le film, en fait, hein, voilà, le noir. C'est ça, il faut vraiment savoir que les événements de 68 au Japon, parmi les revendications, c'était vraiment lié aussi à la guerre du Vietnam, hein, puisque les îles du sud du Japon, c'est-à-dire Okinawa, servaient d'endroit stratégique pour les Américains, pour notamment envoyer leur flotte, enfin leurs avions plutôt, au Vietnam. Et donc ça, c'était très contesté par la gauche japonaise, hein, cette idée que le Japon se faisait complice de la guerre du Vietnam parce que Okinawa servait de base aux Américains, voilà. Et donc la guerre du Vietnam était aussi au centre des émeutes étudiantes au Japon en 68. D'autres questions? Non. Je voulais savoir, parce que là, pendant les années 60, j'ai l'impression qu'à Shinjuku, c'était déjà la scène transgenre à Shinjuku était déjà très présente. Et je voulais savoir en quelle année ça a commencé, tout ça. Alors, c'est une question très vaste, mais alors alors je vais essayer de vraiment faire très très court, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans le théâtre kabuki, les rôles de femmes étaient tenus par des hommes, voilà, et que il n'est pas pour un écolier japonais qui va avoir une pièce de kabuki de voir un rôle de princesse interprété par quelqu'un de genre masculin n'est pas une anomalie, voilà, ça fait partie des meubles au Japon. Néanmoins, à partir notamment, enfin beaucoup, bon, évidemment les avis divergent là-dessus, mais bon, beaucoup au moment de l'occupation américaine, une certaine population s'est vue stigmatisée, et c'est vrai que toute la scène trans, gay, bi, queer, tout ce que vous voulez, c'est un peu développé, mais dans la marge et dans la nuit en fait. Et donc il faut attendre l'émergence notamment donc de Miwa en 1957, donc c'est-à-dire 10 ans en gros après la fin de la guerre, pour que voilà on
puissent voir des personnes LGBTQ, etc. à la télévision grâce à Miwa. Mais c'est vrai que les choses ont mis du temps et que finalement, encore aujourd'hui d'ailleurs, Shinjuku est devenu l'endroit où cette communauté est la plus présente, mais elle est longtemps restée dans la marge et finalement assez peu représentée au cinéma, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, mais voilà, l'histoire des représentations des différences sexuelles au Japon est vraiment très très longue, hein, puisqu'il y a eu un avant et après l'ère Meiji, c'est-à-dire un avant et après 1868, où là, voilà, les choses sont devenues plus complexes après 1868, plus dures. Parce que pendant l'ère Edo, c'était pas tellement stigmatisé finalement. Hein, c'était quelque chose de personnel et qui n'était pas une préférence sexuelle, on va dire. En fait, quand j'ai fait mon documentaire sur Miwa, j'ai longuement interviewé une universitaire qui a fait son mémoire là-dessus et qui m'expliquait que avant 1868, en effet, les représentations de l'homosexualité dans la littérature, dans le théâtre, dans la peinture, etc., étaient monnaie courante. Et d'après cette universitaire, l'homosexualité était non seulement représentée de manière très régulière dans les arts japonais, mais qu'elle était de toute façon monnaie courante au sein des samouraïs, des moines, etc., et que ça faisait là aussi pour le coup partie des meubles. Et à partir du moment où le Japon s'est ouvert au monde, et là je cite cette universitaire, c'est-à-dire à partir de l'ère Meiji, 1868, et ça, tout ça est très vérifiable. Vous savez que le Japon, qui a souhaité voir avant 1868, on n'allait pas voir ailleurs comment ça se passait. Hein, on vivait au Japon et on n'allait pas voir ailleurs. Il n'y avait pas de produits culturels importés, il n'y avait pas d'échange avec le reste du monde. À partir de 1868, le Japon s'est ouvert au reste du monde. Et notamment, s'ouvrir au reste du monde, ça consiste donc à voir, à s'intéresser à la culture venue de loin, mais aussi à faire du commerce. Et donc, cette ère Meiji, donc 1868, a vu le Japon se faire traduire les lois venues de loin, les lois venues notamment d'Allemagne, de France et d'Amérique. Et ils se sont rendus compte dans ces lois que l'homosexualité était stigmatisée, voilà, était considérée comme quelque chose de discutable, pour le moins. Et du coup, il a fallu pour le peuple japonais à partir donc de la fin du 19e siècle, ils ont adapté leurs lois pour se moderniser. Ils se sont dit qu'après tout, puisque des civilisations aussi incroyables et brillantes que la nôtre, ou que l'Allemagne, ou que l'Angleterre, ou que l'Amérique stigmatise l'homosexualité, c'est qu'il y avait forcément une raison. Et donc, c'est entré dans les lois japonaises à partir de cette époque-là. C'est ce que... Pardon ? En 1868. 1868, c'est-à-dire l'ère Meiji, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Voilà, alors que juste pendant tous les siècles qui ont précédé, rien ne stigmatisait l'homosexualité, rien, il n'y avait pas de texte, voilà. C'était voilà, comme il y avait des gauchers ou des droitiers, il y avait des hétéros et des homos ou autres. Et à partir du moment où le Japon a décidé de se moderniser et qu'ils se sont fait traduire toutes les lois qu'ils ont pu, ils se sont rendus compte que ailleurs, dans le reste du monde, l'homosexualité était stigmatisée, qu'il y avait sans doute une raison et qu'il fallait qu'elle le soit aussi chez eux pour le coup. Quel progrès. Oui. D'autres, oui. C'est juste pour revenir. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est comment ? Alors aujourd'hui, la situation change beaucoup, notamment depuis 2015. Alors ça va tellement vite que là, aujourd'hui, en octobre 2019, je saurais pas dire. Il y a évidemment beaucoup de progrès. Mais néanmoins, il y a encore beaucoup de soucis, notamment. Vous pouvez, il peut être fréquent qu'au Japon on refuse de vous louer un appartement parce que vous êtes un couple de filles ou un couple de garçons, voilà. Et donc, voilà, la loi reste encore un peu confuse aujourd'hui sur le sujet. Moi, pour passer beaucoup de temps au Japon, je me rends bien compte que il me semble que les choses me paraissent pourtant beaucoup plus fluides qu'ici. Ben, voilà, que
Je vois les personnages des funérailles des roses, on les croise aujourd'hui dans la rue à Tokyo sans que personne ne s'en émeuve. Voilà, il me semble que dans la vie de tous les jours, j'ai jamais été témoin ou entendu, d'actes homophobes ou discriminatoires. Après, mes amis japonais me disent que la loi est plus complexe et qu'il y a encore beaucoup de combats à mener. Alors, je crois qu'il y a Madame la maire de Osaka qui s'est mariée avec une femme il y a quelques années. Ça a été aussi un grand progrès. Mais voilà, je crois que il y a encore beaucoup de stigmatisation et beaucoup de progrès. Néanmoins, voilà, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait plus de fluidité vis-à-vis de ça dans la vie de tous les jours. Donc, mais peut-être que c'est un regard occidental. Hein. Tous les jours, c'est différent. Non, je voulais juste donner mon opinion par rapport à ce que vous dites, parce que j'ai passé beaucoup de temps au Japon aussi, et aussi à Shinjuku. Mais en fait, je trouve que dans la vie de tous les jours, en effet, on croise des personnes transgenres tout le temps, et personne ne se soucie, ne regarde. Mais aussi après, c'est très dans la culture japonaise de faire semblant que rien ne se passe. on pourrait aller dans un magasin avec une passoire sur la tête et avoir l'air complètement bizarre, que les gens vont faire comme si de rien n'était. Donc j'ai l'impression que oui, dans la vie de tous les jours, c'est très agréable de voir qu'on peut être qui on veut et personne ne regarde, personne n'a l'air de juger. Mais après, on m'a dit que des amis japonais me disent que c'est comme ça de l'extérieur, de façade, mais que en fait, à l'intérieur, c'est quand même une société qui est encore extrêmement traditionnelle et que de l'extérieur, on a l'impression que c'est super et qu'en vérité, c'est plus complexe que ça. C'est ça. C'est la question des masques, quoi. C'est ça. Qui est évoqué dans le film. Donc on parle beaucoup. On parle beaucoup dans le film. D'autres questions, là? Oui. Merci. J'aimerais bien savoir, par curiosité cinéphile, comment la copie a été restaurée, comment après 50 ans, pourquoi ce film qui a disparu, qui est revenu? Alors c'était une sorte de secret bien gardé, les funérailles des roses. On trouvait des éditions DVD. Moi j'ai longtemps eu chez moi l'édition britannique, parce que les Anglais ont été les premiers à repérer ce film. D'ailleurs, je crois qu'il y a une raison en fait. Il se trouve que il y a beaucoup de ressemblances, pas beaucoup, mais plusieurs ressemblances entre les funérailles des roses et un film qui s'appelle Orange Mécanique de Stanley Kubrick. 2 ans après. 2 ans après, voilà. Et donc ça a fait un peu la légende du film. On a longtemps chuchoté, et moi-même qui viens de l'université et qui longtemps fait des études de cinéma, que Kubrick, à l'époque on voyait pas de film japonais ou très peu, Kubrick aurait pompé les funérailles des roses pour Orange Mécanique, mais que un cinéaste avec une aura aussi incroyable que celle de Kubrick, qu'on puisse imaginer un seul instant qu'il ait piqué des idées d'un autre film, c'est sacrilège. Donc voilà, cette idée a été un peu enterrée. Et pourtant, donc aujourd'hui, si on s'amuse à comparer Orange Mécanique 1971 et les Funérailles des Roses 1969, quand on sait, et on le sait encore plus aujourd'hui, que Kubrick voyait tout et se faisait tout envoyer, se faisait envoyer des bobines. Par ailleurs, il voyageait, etc. Il n'est pas impossible donc qu'il y ait eu quelques idées qu'il a empruntées pour Orange Mécanique, mais qui s'est bien gardé de le faire savoir. Mais bon, voilà, on peut pas, il n'y a aucune trace que Kubrick ait réellement vu les Funérailles des Roses. Il y a des probabilités, mais il n'y a pas de document qui atteste qu'il ait vu le film. Même si après, c'est vrai que 2001, l'Odyssée de l'espace a été un énorme succès au Japon en 68, qu'il est possible que Kubrick soit allé là-bas à l'époque, qu'il ait un peu séjourné là-bas pour la promo ou que sais-je, et qui finalement le film lui soit arrivé. On ne sait pas. Mais voilà, donc tout ça pour dire que les Funérailles des Roses a longtemps eu la réputation d'être un film qui avait inspiré Orange Mécanique. Et puis on s'est dit qu'il fallait quand même vérifier. Et pour les 50 ans du film,
Alors, l'ATG n'existe plus, c'était beaucoup trop fragile, hein, cette coopérative. Ils ont quand même produit plusieurs centaines de films. Hein, donc, c'est passionnant, hein, vraiment. Là, on connaît seulement qu'une poignée de films, mais ce qu'a produit l'ATG dans les années 60, ils ont duré, oui, peut-être une vingtaine d'années. C'est un cinéma absolument passionnant, un cinéma très différent, mais passionnant. Et donc, il a fallu attendre que que le catalogue ATG soit repris en main par un très gros studio qui s'appelle la Toho, hein, qui est le studio qui est derrière Godzilla, les Samouraïs, etc. Et que la Toho, qui a de très gros moyens, se dise, il y a peut-être de l'argent à faire avec les funérailles des roses, que le film traîne cette réputation de brouillon, d'Orange Mécanique, et donc il y a peut-être moyen, voilà, donc de restaurer le film. Et donc il a été décidé pour les 50 ans du film. Il a été décidé par les Japonais de restaurer le film. Donc la restauration s'est faite avec Matsumoto lui-même, hein, non, avec son chef opérateur, pardon, parce que Matsumoto est mort en 2017. Et donc voilà, et voilà, ce qui a justifié, c'est à la fois l'anniversaire et le fait qu'il y avait cette envie un peu partout dans le monde de voir le film. Voilà, et que le film avait une telle réputation, voilà, que la Toho a compris qu'il fallait restaurer ce film. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais on m'avait dit qu'il y avait une copie cachée, copie 35 mm cachée à la Cinémathèque française depuis longtemps dans un placard et qui a ressurgi il y a quelque temps aussi. Et ça, c'est le miracle de la Cinémathèque française qui existe depuis 1936, c'est que il se trouve que la Cinémathèque française a, comme vous savez, des entrepôts. Il y a 250 employés, il y a des entrepôts gigantesques où il y a tout le cinéma mondial est stocké. Et c'était les cinéastes eux-mêmes, à commencer par Charlie Chaplin et tant d'autres, qui envoyaient leurs bobines à Henri Langlois, puisque la France a été le premier pays à avoir eu l'idée de conserver son patrimoine cinématographique. Et du coup, par exemple, la Cinémathèque française date de 1936, la Cinémathèque du Japon date de 1963. Donc il faudra attendre 30 ans avant que les Japonais se disent il faut conserver les films parce que les films ont une valeur autre qu'industrielle. Et c'est en 63, je crois qu'Henri Langlois a fait la première rétrospective du cinéma japonais. C'est ça. Tout à fait. Et donc, et c'est notamment parce qu'il y a cette rétro que la Cinémathèque de Tokyo a ouvert aussi. Donc ça a été double événement en fait. Alors je précise que le rôle du père, et ça aussi c'était une des grandes transgressions du film, qui en propose plus d'une, c'est que 69, comme je vous le disais, le cinéma ne marchait plus, le cinéma de studio était très souffreteux, on ne savait plus comment faire revenir le public dans la salle, et beaucoup de cinéastes et d'acteurs ne tournait pas ou plus, hein. 69, Kurosawa ne tournait plus, les cinéastes de la génération d'avant, Mizoguchi, Ozu, Naruse étaient morts, Naruse est mort en 69 d'ailleurs, et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup moins que pendant l'âge d'or des studios. Et quand Matsumoto demande à Peter et à Rabbit c'est Leda, voilà, avec qui elles aimeraient coucher, elles veulent coucher avec un des 7 samouraïs. Donc l'acteur qui fait le père est un des 7 samouraïs en fait. Voilà. Il a joué dans beaucoup de films de Kurosawa, il a joué aussi dans beaucoup de Godzilla, voilà. C'était un acteur, voilà, un sorte de cow-boy, du samouraï du cinéma japonais, voilà. Et l'idée de le trouver là-dedans était aussi une bonne farce faite par les indépendants au grand studio. Et c'était assez courageux de la part de cet acteur. C'est-à-dire, il a quand même accepté, quoi. Il a accepté, voilà, il a accepté. Voilà, ça c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il a accepté et bon, mais ça a fini ça a contribué à sa légende pour le coup, parce que voilà un acteur qui a fait le grand écart entre le grand cinéma de mainstream, les grands studios, en plus la Toho, le plus grand studio d'entre tous, et les films de chez les petits jeunes de la nouvelle vague. Et à l'inverse, Peter a joué dans Ran aussi. Ça c'est voilà, renvoi d'ascenseur. Peter a joué 85. Dans Ran en 85. Il fait le fou du roi, il a vraiment le deuxième rôle, hein, il fait le sorte de personnage un peu fou, qui est auprès de Tatsuya Nakada et qui fait le père, et donc il est toujours accompagné de quelqu'un qui commente un peu l'action et qui le distrait, et c'est Peter. Alors je précise que Peter a aussi beaucoup chanté, hein, ça c'est important. Si vous allez au Japon, vous pouvez acheter des 45 tours de Peter, hein, enfin
de l'époque. Hein, voilà, il a une grosse discographie, Peter. Ça c'est important. Hein, c'est une star de la chanson hein, avant tout. Hein, donc, il fait une grande carrière dans la chanson. Donc, c'est un grand amateur aussi évidemment de chanteurs et chanteuses yéyés venus de France. Hein. Voilà, il faut savoir que nous avons beaucoup de chanteurs qui étaient très très populaires au Japon dans les années 60. Alors la plus populaire d'entre toutes, c'est Juliette Gréco, qui l'est encore aujourd'hui, hein, qui est une immense star au Japon. Ça, c'est plutôt le style Miwa, quand même. C'est plus le style Miwa, voilà. Miwa, c'est plus Gréco, voilà. Et pour l'anecdote, les Français ont fait beaucoup d'efforts en 66 pour importer au Japon Johnny Hallyday, mais ça n'a pas du tout pris. Les Japonais le trouvaient ridicule. Et par contre, ils ont tout de suite adhéré à son épouse de l'époque, Sylvie Vartan, qui est encore aujourd'hui une très très grande vedette. Et donc, il y a comme ça, quand vous allez dans les magasins de vinyles, vous pouvez trouver des vinyles français, des chanteuses françaises, c'est toujours les mêmes, hein, Gréco, Françoise Hardy, France Gall et Sylvie Vartan, voilà, qui étaient de grandes vedettes dans les années 60, toutes adorées de Peter, voilà, qui a même chanté une chanson en français d'ailleurs. En fait, le choix d'acteur, oui. C'est pas coucher, mais avoir une scène avec lui. C'est Matsumoto qui la raconte que Matsumoto donc a beaucoup donné, même passé sa vie à donner des interviews sur ce film. Il a fait 2 autres longs métrages après, hein, notamment en 71, et qui sont beaucoup moins réputés, beaucoup moins fulgurants, dirais-je. Et Matsumoto donc racontait que voilà, il a dit à Peter, bon, tu es mineur. Je vais donc te laisser le choix de la personne avec qui tu vas jouer ces scènes de sexe. Et lui, il a dit, j'adore les 7 samouraïs. Trouve-moi un des 7 samouraïs. Donc, Toshiro Mifune ne voulait sans doute pas. Donc, Bon, mais c'est une belle fin. Si jamais vous avez envie d'acheter donc le dictionnaire du cinéma japonais, n'hésitez pas. Je crois que notre invité en a quelques-uns dans son sac. Donc voilà. Et puis le documentaire sur Miwa, je crois, est sorti en DVD en France. Mais peut-être un jour fera-t-on quelque chose avec vous, 7e genre. En général, plutôt fiction. Ça va peut-être une séance spéciale à voir. Et sinon, vous travaillez sur un documentaire aussi sur un grand cinéaste d'animation japonais, je crois, c'est ça? Donc là, en effet, je suis en tournage et je reviens du Japon. Je tourne un documentaire sur un cinéaste qui s'appelle Satoshi Kon, voilà, qui est mort très jeune et qui n'a fait que 4 films, dont Perfect Blue et Paprika. Voilà, et qui, voilà, à l'occasion des 10 ans de sa mort en 2020, voilà, ce documentaire m'a été commandé par sa veuve, en fait. Okay. Bah écoutez, nous on se retrouve donc en novembre, ça sera pour l'Essence Patrimoine du Festival Chéri Chéri le jeudi 22 novembre après-midi vers 15h, 15h30 je crois. Vous pourrez revoir un film qu'on a déjà programmé au 7e genre il y a quelques années, qui est un excellent film qui s'appelle Victime de Basil Dearden avec Dor Bocard, qui est un film anglais de 61, qui est vraiment important d'une part parce que c'est un très bon film, et d'autre part parce qu'il a contribué à la dépénalisation de l'homosexualité en Angleterre. Donc ça sera vraiment intéressant de le revoir. Et le lundi 25 novembre, pareil, après-midi, vers 15h, 15h30, vous pourrez revoir également Olivia Jacqueline Audrey, qu'on a diffusé l'année dernière en avant-première de Ressortie Copie Restaurée. Donc là, c'est pareil, c'est un film de 1950, français, d'avant-garde également, très moderne, avec Edwige Feuillère, Simone Simon, des vedettes de l'époque. Et je serai là cette fois pour animer le débat, on changera un peu, c'est moi qui suis invitée de Chéri Chéri, voilà. On inverse un peu les rôles. Et pour le 7e genre, donc vous avez sûrement vu les pancartes, donc ça sera Nighthawks de Ron Peck. Alors on vient d'apprendre que malheureusement Ron Peck, qui devait venir, est malade, et suffisamment malade pour malheureusement ne pas pouvoir faire le voyage. Mais nous aurons un invité qui est un très proche collaborateur de Ron Peck depuis 40 ans, qui a été monteur du film également, Richard Taylor, et qui pourra nous raconter beaucoup de choses également sur le film. Donc voilà, je vous convie à venir le 9 décembre. Et également, donc le vendredi 13 décembre, si vous allez voir des vampires à la Cinémathèque avec nous, pour une séance bis avec Vampiros Lesbos de Jess Franco et The Vampire Lover de Roy Ward Baker, qu'on a d'ailleurs déjà passé aussi au 7e genre. Et ça sera Stéphane Dumilido qui sera notre invité. Voilà. Et pour janvier, je vous en dis pas plus, mais réservez absolument le lundi 13 janvier. Ça
Ça sera une séance exceptionnellissime. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Pour bien commencer 2020. Bonne soirée, merci, à bientôt.